L'équipe Angular a introduit dans la version 17 du framework une nouvelle fonctionnalité permettant le lazy loading de composants, de pipes, de directives, et cela dans le but d'améliorer les performances d'une application en chargeant des chunks de composants seulement lorsque cela est nécessaire. On parle de deferrable view. Avant l'introduction de cette fonctionnalité, il n'était possible de charger que des modules à la demande, c'est-à-dire le lazy loading des modules. Cependant, depuis la version 14 d'Angular, les modules laissent place aux standalone components, c'est-à-dire les composants autonomes. Et ceci s'accompagne bien évidemment de beaucoup de changements. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte du @defer. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. La nouvelle fonctionnalité de chargement de composants à la demande repose sur différents types de contrôles, à savoir le @defer, le @loading, le @placeholder et le @error. Chacun d'entre eux assure un rôle particulier permettant de définir un bloc à afficher dans des conditions bien spécifiques. Le @defer permet de définir une ou des conditions permettant de contrôler le chargement et l'affichage d'un composant d'une directive ou d'une pipe que nous souhaitons lazy loader, c'est-à-dire charger à la demande. Le @loading est utilisé pour indiquer quoi afficher lorsque le chunk du composant à lazy loader est en cours de téléchargement par le navigateur. Nous avons le @placeholder qui est utilisé pour indiquer quoi afficher avant que le chargement du chunk du composant que nous souhaitons lazy loader soit déclenché. Nous avons enfin le @error qui est utilisé pour indiquer quoi afficher lorsque le navigateur rencontre un problème lors du chargement du chunk du composant dont nous voulons contrôler le lazy loading. En résumé, le @loading, le @placeholder et le @error dépendent tous de @defer, mais sont optionnels. Pour faire l'analogie, on peut dire que le @loading, le @placeholder et le @error s'apparentent au else if ou au else dans une structure conditionnelle if. Le if représentant dans ce cas le @defer. Pour déclencher le chargement du chunk du composant lazy loader, il faut mettre en place un trigger, c'est-à-dire l'action, l'événement ou la condition qui déclenchera le chargement du chunk. Et au niveau du defer, les triggers sont de deux types. Nous avons les triggers qui sont déclaratifs et les triggers qui sont impératifs. Déclaratif signifie qu'il existe une fonction définie par Angular pour nous permettre de décrire ce que nous souhaitons faire sans écrire nous-mêmes la logique pour le faire. Comme exemple, nous avons le fait de vouloir déclencher le chargement du chunk d'un composant lorsqu'on survole un élément spécifique sur la page, ou lorsque l'utilisateur va commencer par interagir avec un élément spécifique se trouvant sur la page, en cliquant dessus par exemple. Il faut noter que pour les déclencheurs déclaratifs, on utilise le on suivi du nom de la fonction déclarative fournie par Angular. Nous avons ici la syntaxe générale d'un bloc @defer associé à un trigger déclaratif. Donc la syntaxe générale se présente comme suit. Donc nous avons ici un bloc @defer qui va permettre de lazy loader le composant que nous avons ici, dans ce cas myComponents, en fonction d'un trigger spécifique. Donc la syntaxe est de mettre en paramètre du defer le on suivi du nom du trigger que nous souhaitons utiliser pour contrôler le déclenchement du chargement du composant que nous avons ici. Donc il faut noter que le bloc defer peut prendre en paramètre plusieurs triggers, comme nous l'avons ici. Donc on peut avoir plusieurs triggers qui déclenchent le chargement de notre composant lazy loader, le chunk du composant lazy loader. Dans ce cas, il faut séparer les différents triggers en utilisant un point virgule, et la signification derrière, c'est que c'est un OR. Donc c'est comme si le point virgule qui était ici représentait pour nous un opérateur ou un opérateur OR. Donc cela veut dire que le chargement de ce composant, du chunk de ce composant sera déclenché lorsque la condition spécifiée dans le trigger est déclenchée, ou lorsque la condition spécifiée par ce trigger est déclenchée, ou lorsque la condition spécifiée par ce trigger est déclenchée, etc. Donc nous avons ici des exemples concrets qui se basent sur la syntaxe que nous avons ici. Donc ici, on dit par exemple de déclencher l'affichage de ce composant lorsque cette condition définie par le trigger idle est vérifiée. Donc ça veut dire que le composant sera chargé mais avec une moindre priorité lors du chargement de la page ou du composant parent qui contient ce code.
Donc nous avons ici un autre exemple également qui se base sur des triggers qui sont déclaratifs. Donc nous allons passer en revue les triggers déclaratifs et voir ce que chacun d'entre eux permet de faire. Concernant les déclencheurs déclaratifs proposés par Angular, nous avons le idle, qui est le déclencheur par défaut, c'est-à-dire lorsqu'on définit un bloc diffère sans préciser un trigger, donc c'est ce trigger qui sera utilisé par défaut. Donc son rôle, c'est de procéder au chargement du chunk du composant à lazy loader avec une moindre priorité, c'est-à-dire lorsque les tâches les plus importantes seront finies. Nous avons également le déclencheur déclaratif Hoover, qui peut prendre en paramètre un target qui est optionnel et qui procède au chargement du chunk d'un composant à lazy loader lorsqu'un élément spécifique appelé target sur la page est survolé par l'utilisateur. Donc lorsqu'on précise la target, il s'agit de l'élément en question qui sera survolé pour déclencher le chargement du chunk. Sinon, c'est le composant ou l'élément que nous aurons défini avec le @placeholder qui sera utilisé comme target dans ce cas. Nous avons également le déclencheur déclaratif viewport qui prend également en paramètre un target qui est cette fois requis et qui procède au chargement du chunk du composant à lazy loader lorsque l'élément que nous aurons défini comme target entrera dans le viewport, c'est-à-dire dans la partie visible du navigateur. Nous avons le déclencheur déclaratif interaction qui prend également en paramètre un target qui est optionnel et qui procède au chargement du chunk du composant à lazy loader lorsque l'utilisateur commencera à interagir avec le target que nous aurons défini, c'est-à-dire en cliquant dessus ou en saisissant une valeur comme dans un champ input dans le composant. Nous avons le déclencheur déclaratif immediate qui procède au chargement du chunk d'un composant lors de la mise en place du template du composant parent. Nous avons également le déclencheur déclaratif timer qui prend en paramètre une valeur représentant un temps en millisecondes qu'il faut attendre avant de procéder au chargement du chunk du composant que nous souhaitons lazy loader. Afin de mieux comprendre tout ce que nous avons dit jusque-là, nous allons réaliser quelques exemples pratiques avant de passer au déclencheur impératif. Pour cela, j'ai mis en place un petit projet ici. Donc l'idée derrière ce projet, c'est que nous avons une fusée que nous voulons utiliser, par exemple, pour aller dans l'espace. Et ceci va représenter notre composant à afficher lorsque la fusée est prête à démarrer. Donc nous allons supposer que nous voulons procéder au lazy loading de ce composant. Et pendant la phase de chargement de ce composant, nous allons afficher ici le composant loading ici pour indiquer à l'utilisateur que nous sommes en train de procéder au chargement du chunk. Lorsque nous arrivons la première fois sur la page, avant de déclencher le chargement de notre composant, c'est-à-dire avant de faire le lazy loading, nous allons afficher cet élément, le placeholder, l'élément placeholder ici, pour pouvoir indiquer à l'utilisateur que le chargement n'a pas encore débuté, jusqu'à ce que le déclencheur déclenche le chargement, et dans ce cas, le loading sera affiché à l'utilisateur. Donc cela veut dire que lorsqu'on vient par défaut, on aura l'élément placeholder, et lorsque le déclencheur que nous allons mettre en place va déclencher le chargement de notre fusée, c'est-à-dire de notre composant, le loading sera affiché. Et lorsque nous procédons au chargement de l'élément et qu'une erreur par exemple se produit lors du chargement, c'est-à-dire une erreur réseau, que le chunk n'est pas disponible, etc. Donc dans ce cas, on affiche le error à l'utilisateur. Donc l'idée, c'est d'afficher seulement un élément à la fois en fonction du statut de chargement de notre composant. Donc si nous analysons un peu le code ou si nous revenons au code, donc chacun de ces éléments représente un standalone component. Donc si on regarde un peu ici, en se référant au code, nous avons notre app component qui affiche actuellement tous ces éléments. Donc aucun de ces éléments n'est lazy loadé pour le moment, mais l'idée c'est de procéder au lazy loading de ce composant et de l'afficher en se basant sur le differ. Donc ici nous avons d'autres composants qui représentent les différents éléments que nous avons ici, que nous allons utiliser pour mettre en place notre logique de lazy loading. Donc il s'agit de simples composants affichant juste des tests. Donc ce que nous allons faire ici, dans un premier temps, nous allons commencer par mettre tout ceci en commentaire et les utiliser progressivement pour réaliser notre besoin.
Donc la première chose que nous allons faire ici, nous allons mettre en place un bloc differ. Donc je mets en place un bloc differ ici. Et à l'intérieur de ce bloc, je mets mon composant. Donc en procédant ainsi, j'indique à Angular que je souhaite procéder au lazy loading de ce composant. Et selon un trigger donné. Et nous avons vu tout à l'heure que par défaut, lorsque nous ne précisons rien, le trigger qui est associé au differ, c'est le idle, comme ça. Donc c'est comme si on avait écrit un truc comme ça. Donc c'est ce trigger qui sera associé. Donc c'est comme si on faisait un on, vu que c'est un trigger déclaratif. Donc c'est comme si on faisait on idle comme ça. Donc cela revient à ne rien préciser, vu que c'est le fonctionnement par défaut. Et l'interprétation que Angular fait de cela, c'est que lors du chargement de app component, charge ce composant, mais avec le moins de priorité possible. C'est-à-dire charge tout et à la fin, charge ce composant. Lorsque tu auras fini de charger les éléments qui auront plus de priorité sur la page. Donc si nous retournons dans notre navigateur et que nous ouvrons notre inspecteur ici, que nous prenons la partie réseau, pour voir le chargement des chunks. Donc lorsque j'actualise ma page, donc je vois que j'ai un chunk ici qui est chargé après que tous les autres éléments de la page soient chargés. Donc lorsqu'on analyse ici le chunk, on regarde un peu le contenu du chunk. Donc on remarque que c'est notre composant getComponent que nous avons créé, c'est-à-dire le composant là. Donc ça veut dire que Angular a transformé ceci en un chunk pour le lazy loader à la demande. Donc le premier trigger que nous avons vu est le idle. Donc si nous revenons ici maintenant, on disait tout à l'heure que à un bloc differ, on peut associer d'autres blocs. Donc on peut associer ici par exemple un bloc placeholder. Donc ça veut dire que le bloc placeholder sera le bloc affiché lorsqu'on viendra par défaut sur la page et que le composant ne sera pas encore chargé. Donc on va juste utiliser ici notre composant placeholder pour tester ce que ça donne. Donc je viens là, j'actualise ma page, donc on voit que le placeholder s'affiche mais d'une façon rapide et puis ça disparaît. Pourquoi? Parce que le chargement du composant, du chunk du composant qu'on souhaite lazy loader ici est rapide. Donc ce qui fait qu'on ne voit même pas le chargement du placeholder, c'est un peu rapide. Donc de la même façon, nous pouvons ajouter ici un bloc aussi loading qui nous permet de définir également un bloc de chargement. Donc on peut mettre notre app loading ici à l'intérieur. Donc ça veut dire que d'abord, lorsqu'on viendra par défaut sur la page, c'est le placeholder qui sera affiché. Lorsque le navigateur sera prêt pour déclencher le chargement du chunk, c'est le loading qui sera affiché. Et à la fin, lorsque tout sera prêt, notre composant sera affiché. Donc on va voir ce que ça donne également. Donc je viens là, j'actualise la page, donc j'ai le placeholder qui s'affiche, mais ici, moi personnellement, j'arrive pas à voir le loading parce que c'est tellement rapide qu'on ne le voit pas passer. Du coup, ce qu'il faut savoir ici, déjà avant de continuer avec le error, c'est que les blocs loading et les blocs placeholder disposent d'un paramètre supplémentaire qui est minimum, qui permet de définir un temps minimum pendant lequel le placeholder ou le bloc de loading sera affiché. Et cela, pourquoi ça a été ajouté? C'est parce que il se peut que, dans certains cas, le composant soit chargé rapidement. Et ça, le but, c'est d'éviter d'avoir ce qu'on appelle des flips, c'est-à-dire que le chargement est rapide, on voit qu'il y a quelque chose qui s'affiche, qui disparaît en même temps. Donc du coup, pour éviter cela, on peut utiliser ces paramètres pour dire que je veux quand même afficher mon placeholder pendant un temps minimum ou mon élément de loading pendant un temps minimum. Donc du coup, pour faire cela, nous allons dire ici que même si, par exemple, notre composant s'affiche rapidement, nous souhaitons afficher par exemple notre élément de loading pendant au moins 1 seconde. Donc ça va faire que le composant, le loading va quand même s'afficher à l'utilisateur avant de passer
à l'affichage de notre jet. Donc ça veut dire que même si le chargement de notre chunk est rapide, le loading ici sera affiché quand même pendant au moins 1 seconde avant de passer au chargement, à l'affichage ou au render de notre composant. Donc ici, il faut noter que ce paramètre peut être indiqué soit en secondes, soit en millisecondes. Donc ms pour indiquer que c'est du milliseconde, S pour indiquer que c'est en secondes. Donc du coup ici, nous allons faire simple, nous allons dire que nous voulons garder ça au moins pendant 3 secondes juste pour le test. Donc je reviens là, je viens sur ma page, j'actualise la page, donc on voit qu'il y a le loading qui est affiché pendant un moment avant le let's fly. Et cela malgré que notre chunk est disponible. Donc on voit que notre chunk est disponible un peu plus tôt, mais le chunk n'est pas utilisé jusqu'à ce que les 3 secondes passent. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3 secondes environ avant que notre élément de loading n'apparaisse. Donc on peut faire la même chose pour le placeholder, parce que là on voit également que le placeholder, son affichage est rapide. Mais là pour la vidéo, j'ai mis du 3 secondes pour que ça dure un peu, pour qu'on remarque cela. Donc généralement on met des paramètres qui sont des valeurs qui sont inférieures par exemple à 200 ou à 500 millisecondes. Donc je vais faire la même chose pour le placeholder ici. Donc ça veut dire que même si mon composant se charge rapidement, plutôt que le navigateur arrive à charger le chunk rapidement, je vais quand même afficher mon placeholder pendant 3 secondes avant de passer au loading. Donc on va voir ce que ça donne. J'actualise la page, c'est en cours de chargement. Donc on voit que cette fois-ci, malgré le chargement du chunk est rapide, il y a le placeholder qui traîne un peu sur la page. Donc là, je suis en train d'actualiser. Donc on voit que le placeholder traîne ici un peu sur la page avant de passer au fly. Donc on voit que le loading n'est plus affiché dans ce cas parce qu'il dépasse le temps que nous avons précisé ici. Donc vous pouvez faire des tests par vous-même pour comprendre encore mieux le fonctionnement. Donc le dernier bloc, et nous allons voir le bloc error qui permet de contrôler quand afficher une erreur. Donc je peux faire ceci. Donc il s'agit de définir un composant ou un élément qui sera affiché lorsque une erreur se produit lors du chargement de notre élément, du chunk de notre élément lazy loaded, du composant lazy loaded. Donc dans notre cas, on n'a pas d'erreur, donc tout se passe bien. Qu'est-ce que je peux faire ici? Normalement, je pense qu'il y a une façon de désactiver de dire qu'on est en mode offline. Donc je vais essayer de faire ça pour voir si ça va donner quelque chose. Donc je fais l'actualisation. Non, là ça ne marche pas. Donc du coup, je reviens. Parce que le offline, ça fait, ça désactive tout malheureusement. Donc l'idée c'est que lorsque nous sommes lorsqu'il y a une erreur qui se produit lors du chargement du chunk, du coup, je vais vérifier si je peux empêcher cette requête bloc request URL par exemple. Ok, on va tester avec ça pour voir ce que ça donne. Donc il y a le chargement de la page, il y a le placeholder. Ok, et là on voit qu'il y a erreur qui apparaît. Pourquoi? Parce que j'ai bloqué explicitement cette requête. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur qui s'est produite lors de cette requête qui nous permet de charger le chunk. Et on voit que dans ce cas, notre bloc error s'affiche. Donc ceci peut être utilisé lorsque il y a un chunk ou qu'il y a un souci de réseau par exemple pour informer l'utilisateur qu'il y a une erreur qui s'est produite. Donc je peux enlever ça maintenant et refaire mon test. La page s'actualise, j'ai mon placeholder qui est affiché pendant au moins 3 secondes et j'ai mon let's fly qui est là. Donc c'est bon, je reviens sur la partie, donc du coup j'enlève ça, la console on n'a pas besoin de ça, ouais, je fais ça, je reset, j'arrive pas à voir le bloc de chunk, j'enlève ce bloc, j'ai pas besoin de ce bloc, ok, donc du coup j'ai mon bloc de nouveau,
Ok, donc nous venons de voir tout à l'heure le fonctionnement des différents blocs et le cas du idle. Donc ce que je vais faire ici, il faut savoir que le loading dispose également d'un second paramètre qui est after, qui permet d'afficher, de définir qu'on veut afficher le bloc après un certain temps. Donc on aurait pu définir un autre bloc ici, after, comme ça, et dire que l'affichage se fera après un certain temps, après le chargement du chunk. Donc du coup, c'est des choses que vous pouvez également explorer. Donc je vais laisser pour le moment tout ceci par défaut. Donc l'idée c'était de montrer que ces blocs peuvent prendre des paramètres. Donc le error, on n'aura pas souvent besoin de ça. Le loading, on aura besoin de ça. Le placeholder aussi, on va l'utiliser. Et puis dans la pratique, ce qui se fait, en fait, vu que le chargement des éléments est très rapide, il est conseillé d'utiliser les mêmes blocs ou bien les mêmes éléments pour gérer à la fois le placeholder et le loading. Comme ça, l'utilisateur ne voit pas cet aspect de changement que nous avons vu tout à l'heure dans le cas où le chunk est chargé rapidement. Donc nous allons maintenant explorer les autres triggers déclaratifs. Donc nous allons commencer par le timer. Donc on met ici un timer. Donc on lui précise une valeur qui est en millisecondes. Donc je vais dire par exemple que je veux attendre 3 secondes avant de déclencher le chargement de mon composant lorsque je viens sur la page. Donc du chunk du composant lorsque je viens sur la page. Donc là on voit 1, 2, 3 et on voit que l'élément est affiché. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que j'ai le placeholder. Je reprends. Il y a le placeholder qui est affiché pendant un moment avant de déclencher le chargement du chunk ici. Donc ce qui nous intéresse, c'est de regarder ici. Donc vous allez voir que lorsque le placeholder va apparaître, donc on a 1, 2, 3 secondes avant le déclenchement du chargement du chunk. Et lorsque le chunk sera disponible, il sera affiché automatiquement là. Donc ce qui explique le comportement que nous avons. Donc ça c'est le cas du timer. Donc nous avons un deuxième trigger déclaratif qui est par exemple le hover. Donc si je fais hover comme ça, donc, nous avons dit que pour le hover, comme son nom l'indique, c'est comme la propriété CSS hover. Il faut survoler l'élément pour que son chunk soit chargé. Donc si je fais un clean ici, donc c'est seulement lorsque je vais survoler le placeholder que le chunk sera chargé. Et ça c'est le comportement par défaut lorsqu'on ne précise pas la target. Mais on peut préciser une target sur la page en utilisant les variables de template. Et dans ce cas, c'est lorsqu'on va survoler cette target que le chunk, le chargement du chunk sera déclenché. Donc ici, nous sommes dans le fonctionnement par défaut. Donc on va voir que lorsque je vais survoler l'élément tout à l'heure, c'est là que le chargement du chunk va se déclencher. Donc c'est le cas du hover. Donc nous allons voir ici un autre cas. Donc supposons que sur notre page, nous avons un autre élément, par exemple, qui est un H1. On va définir un autre élément sur notre page. On va dire que ça, c'est notre déclencheur. Donc, on va dire, par exemple, ici, hover_me, par exemple. Donc, on va dire que c'est notre target. Donc, on va lui donner une variable d'environnement. Donc, je vais nommer ça target, par exemple, comme ça. Donc, il suffit de passer, dans ce cas, cette target comme paramètre au hover, ici. Donc, je fais le save. Je retourne là. J'actualise d'abord ma page. Donc je fasse ce contenu. Donc on a le placeholder qui est là. Maintenant, lorsqu'on survole le placeholder, on n'a plus rien parce que c'est plus le fonctionnement par défaut et le placeholder n'est plus notre target. Et maintenant, c'est lorsqu'on va survoler l'élément en bas ici que le chargement du chunk va se déclencher. Donc ça, c'est le cas du hover. Nous allons voir maintenant un autre déclencheur déclaratif. Nous allons voir le interaction qui fonctionne de la même façon que le hover. Jusque là, il faut cliquer sur l'élément avant que le
le chargement du chunk ne soit déclenché. Donc on va actualiser, je reviens là, j'actualise ma page, j'efface le contenu ici. Donc pour le moment, nous n'avons rien qui est déclenché, on survole cet élément, il n'y a rien qui se passe. On survole cet élément, il n'y a rien qui se passe. Donc il faut cliquer explicitement sur l'élément, c'est-à-dire qu'on interagit avec avant que le chargement du chunk ne soit déclenché. Donc là, je vais cliquer sur l'élément, je fais clic. On voit que le chargement du chunk est déclenché et notre élément fusée est bien affiché. Donc le dernier ou l'avant-dernier trigger déclaratif que nous allons voir est le viewport. Donc viewport comme ça, comme le viewport du navigateur. Donc dans ce cas, lorsque je reviens là, on va voir que ça va se charger automatiquement, c'est normal. Le viewport, son fonctionnement, c'est que il vérifie si notre élément target se trouve dans le viewport. Et le viewport, c'est la zone d'affichage du navigateur que l'utilisateur peut voir. Donc si actuellement nous voyons tout ceci, mais si je fais par exemple ceci, pour pouvoir tester cela, je vais modifier un peu les choses ici. Supposons que je fasse ça. Donc si je fais ceci, ça veut dire que l'élément qui est juste en bas, notre hover ici, ne se trouve plus dans le viewport lorsque je fais ça, parce qu'il n'est pas affiché à l'utilisateur. Le viewport, c'est cet espace qui est visible à l'utilisateur dans le navigateur à un instant donné. Donc lorsque je vais actualiser ma page, là l'élément est toujours dans le viewport, ce qui déclenche son affichage. Je vais essayer de faire ceci. Là je suis à la limite. Ok, ce que je peux faire au niveau du H1, je vais donner un margin ici. Je vais au niveau de mon style. Je vais prendre mon élément H1 ici. Donc je vais dire que j'ai un margin top, par exemple, qui est 300 pixels. Juste pour le décaler un peu vers le bas de la page pour qu'il ne soit pas visible dans le viewport. Ok. Donc là, lorsque j'actualise ma page maintenant, on voit que j'ai mon élément, d'abord mon élément. Si on inspecte la page ici, on va voir que notre élément H1 est là. Mais c'est juste qu'il n'est pas actuellement dans le viewport. Donc il est tout en bas de ma page. Donc ce qui explique que j'ai toujours mon placeholder qui est présent ici, même si je le survole, je fais quoi que ce soit, il est toujours là. Mais lorsque je vais scroller ici, on va commencer par scroller, quand on va arriver au niveau de l'élément servant de target. Lorsque l'élément entre dans le viewport, on va remarquer que c'est à ce moment que notre élément jet est chargé ici. Donc je refais le test encore une fois. Donc côté network, je fais le clean ici. On n'a rien d'abord. On scroll, l'élément dans le viewport, le chunk est chargé. Donc pour montrer également que l'effet se fait, le chargement se fait également lorsque l'élément target entre dans le viewport, on peut regarder ici. Donc on va voir qu'il y aura l'élément jet qui va venir remplacer l'élément placeholder ici, lorsque cet élément va entrer dans le viewport. Donc si on regarde ici, on va voir qu'il y a un changement et le app jet vient prendre la place du placeholder dans ce cas, ce qui permet l'affichage que nous avons là. Donc ici, on aurait pu se passer de la target ici, et lorsqu'on se passe de la target, donc du coup, supposons que je fasse juste ceci. Donc ça veut dire que l'élément ici n'est plus la target dans ce cas. Donc ça veut dire que dans notre cas, vu que l'élément est par défaut dans le viewport, c'est ce qui fait que il est chargé automatiquement. Donc dans ce cas, l'élément, c'est son placeholder qui va représenter la target, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour le hover. Donc ce qu'on peut faire ici également, c'est de donner un margin top à cet élément, comme nous l'avons fait pour le H1 tout à l'heure, pour pouvoir faire le déclenchement en se basant sur cet élément. Donc voilà pour le viewport. Donc le dernier que nous allons voir, c'est le immediate. Donc le immediate comme ça.
cela s'écrit de cette façon. Donc c'est avec 2 N, immediate. Ok, donc le immediate, sa particularité, c'est de procéder au chargement lors de la mise en place du template du composant. Donc le composant sera chargé directement avec le template de app component dans ce cas. Donc sa différence avec le idle, c'est que idle va procéder au chargement en donnant une priorité moyenne, pas moyenne mais faible au bloc différent, comme nous l'avons vu avant. Donc ça, la particularité, c'est qu'il va procéder au chargement en même temps qu'il est en train de procéder au chargement de la page. Donc voilà pour de façon générale, les déclencheurs déclaratifs. Donc nous avons dit également que nous pouvons avoir également des déclencheurs impératifs, c'est-à-dire que nous définissons nous-mêmes explicitement la condition qui va déclencher l'affichage de notre composant. Donc pour réaliser ça, on utilise dans ce cas le when comme ça, en lui passant la condition qui doit procéder au déclenchement du chargement du chunk. Donc supposons que nous avons ici une condition qui est isOK par exemple. Donc on peut créer une variable isOK dans notre composant ici, le TS. Donc là on peut créer par exemple isOK et lui donner une certaine valeur. Donc supposons que la valeur est false. Donc ça veut dire que tant que cette valeur aura déjà la valeur qu'il faut passer au when, c'est un prédicat qu'il faut lui passer ici, ou une valeur dont l'évaluation va retourner true ou false, c'est-à-dire en booléen. Donc cela peut être une variable, cela peut être un observable qui retourne un observable de booléen sur lequel on va, dans ce cas, agir en utilisant un async pipe ou un signal par exemple. Donc l'essentiel, c'est que ça soit un prédicat, c'est-à-dire un élément, une fonction ou un élément ou une expression plutôt dont l'évaluation va retourner true ou false. Donc dans le cas, il s'agit de notre variable qui a la valeur false. Donc lorsqu'on va retourner ici, si on actualise la page et quel que soit ce qu'on fera ici, l'élément ne sera pas chargé. Pourquoi? Parce que la condition que nous avons définie ici est toujours false. Donc à aucun moment, il n'y a rien qui modifie cette valeur pour lui donner le trou. Donc ce que nous pouvons faire ici, c'est de créer par exemple un bouton. Et nous allons dire par exemple qu'au clic sur ce bouton, que nous voulons faire passer la valeur isOK par exemple à true. Donc ici, on peut mettre par exemple clic here. Donc ce que nous avons fait là, ça va s'apparenter à ce que nous avons fait tout à l'heure avec le trigger déclaratif interaction avec cet élément comme target. Mais là, nous l'avons fait de façon impérative, c'est-à-dire que nous écrivons nous-mêmes la condition de déclenchement se basant sur le prédicat ou la variable que nous avons là. Donc nous allons voir ce que ça donne dans notre navigateur. Je crois que j'ai fermé mon navigateur à mon insu. Je vais le ramener. J'ai le localhost. Ok. Je reprends. Je vous mets l'inspecteur, la partie network pour pouvoir surveiller le chargement. Donc là, nous n'avons rien par défaut. Nous n'avons rien par défaut au chargement de la page. Donc il faut cliquer ici, dans ce cas, comme nous l'avons vu. Donc le clic sur ce composant va faire passer la valeur. Sur ce bouton, on va faire passer la valeur à OK. Et cela va déclencher le chargement de notre chunk. Donc on fait ceci. On voit que le chargement du chunk est déclenché. Donc c'est de cette façon qu'on peut se baser sur l'utilisation des triggers qui sont impératifs. Donc c'est à nous de définir la condition qui sera vérifiée pour que la valeur change. Donc on aurait pu utiliser un signal par exemple ici. Donc j'aurais pu simplement faire ici, supposons qu'on crée rapidement un signal ici.
en lui donnant une valeur qui est false, ou changeons simplement ceci en un signal. C'est plus simple. Donc signal de booléen dans ce cas. Importation. Ok. Par inférence, on a ça par défaut, donc plus besoin de spécifier ça. Donc dans la partie template, maintenant il suffit d'utiliser le getter en question ici pour récupérer la valeur. Donc ici, au lieu de faire cette modification, on va passer par un callback. Par exemple, on va faire un click, par exemple. On click et à l'intérieur, on va définir notre onClick. Et cette fonction va juste faire la mise à jour du signal. Donc on va faire notre isOK et faire un set dessus en modifiant son contenu. Donc on va lui donner ici la valeur true. Donc si on revient là, ok, l'erreur a disparu. J'actualise. Je viens cliquer sur le bouton et là on voit que ça déclenche le chargement du chunk. Donc là on vient de se baser sur un signal pour déclencher le chargement de notre chunk. Donc on vient de parler de façon générale des déclencheurs impératifs. Une dernière chose que nous allons voir ou qu'il faut noter, c'est que au niveau du differ, le differ offre la possibilité de précharger les chunks de composants en se basant sur certaines conditions. Et pour réaliser cela, le bloc differ accepte un mot-clé differ qui permet de contrôler quand charger le chunk d'un composant. Donc s'il faut savoir, c'est que le differ, il accepte les mêmes triggers que nous venons de voir, c'est-à-dire les triggers que ce soit impératifs ou déclaratifs, il accepte les mêmes triggers pour procéder au chargement, au préchargement du chunk de composant. Donc ça aussi c'est dans un souci d'amélioration, au lieu d'attendre que cela, le chargement d'un composant, du chunk d'un composant soit déclenché au survol d'un élément, on peut le précharger, par exemple en 5 secondes après que l'utilisateur ait accédé à la page. Donc ça c'est en fonction du besoin qu'on va utiliser cela. Donc nous allons voir à quoi cela ressemble dans la pratique. Pour comprendre le fonctionnement du prefetch, c'est-à-dire le préchargement des chunks en fonction d'une condition, nous allons supposer que nous souhaitons afficher notre jet lorsqu'on va survoler l'élément whoVami, mais que nous souhaitons précharger le chunk lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton Click Here, ici. Donc ce que nous allons faire ici, d'abord nous allons dire ici que nous voulons réaliser le chargement du chunk on hover de cette target. Donc on va placer la target ici. On va tester d'abord le comportement par défaut, comme ça nous permet de voir la différence. Donc je viens là, je survole mon élément hover, on voit que le chunk est chargé et l'affichage se fait. Donc regardons encore une fois. Donc ici, c'est seulement lorsque je survole l'élément ici que le chunk est chargé. Donc c'est lorsque je fais ça que le chunk sera chargé. Maintenant l'idée du prefetch, c'est de précharger le chunk et lorsqu'on va faire une action donnée, qu'on affiche directement l'élément. C'est-à-dire que le chunk sera disponible pour être affiché. C'est pas au moment du survol de l'élément que nous voulons commencer par charger le chunk. Donc cela nous fait gagner du temps et l'action sera rapide. Donc nous allons voir comment réaliser cela. Donc ici, on va associer à ce bloc un prefetch. Donc je mets ici prefetch et je lui associe une condition. Donc la condition dans ce cas, c'est que je veux déclencher le prefetch lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton. Donc on peut faire ça en utilisant on va utiliser le interaction directement. Donc on va faire interaction ou soit se baser sur
le signal que nous avons déjà mis ici. Donc on va utiliser plutôt le signal, donc on va être impératif dans ce cas. Donc je vais faire when is OK comme ça. Maintenant, vu que le OK c'est un signal, donc on doit faire un truc comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc d'abord, je viens sur la page, j'ai mon placeholder qui est là. Donc on s'est dit que c'est seulement lorsque je vais cliquer ici que mon chunk sera prefetch. Donc je fais ça. On voit que le chunk a été prefetch et maintenant lorsque je vais survoler l'élément, on n'aura plus de chargement, mais le composant sera affiché directement. Donc c'est l'idée derrière le prefetch, c'est de pouvoir après télécharger l'élément pour pouvoir l'utiliser plus tard pour faire ce dont nous avons besoin. Donc ça nous permet d'attendre, en supposant que le chunk est lourd, cela nous évite d'attendre le déclencheur pour pouvoir commencer le chargement du chunk du composant. Et puis une dernière chose ici que nous allons voir, nous avons dit lorsque nous avons commencé que lorsque nous avons plusieurs triggers qui sont associés, que la signification derrière c'est du OR. Donc on va démontrer cela. Donc ici, supposons que je veuille dire que mon composant, je veux le charger, soit lorsque l'utilisateur va survoler mon élément hover mis ici, soit lorsqu'il va cliquer sur cet élément. Donc je peux dire on hover comme ça, targets, or when, comme ça, is OK. Donc on aurait pu écrire la condition comme ça. Donc en écrivant la condition comme ça, cela veut dire que soit on va survoler l'élément ici pour déclencher le chargement du composant, soit on va cliquer ici pour déclencher son chargement. Donc on va voir ce que ça donne dans notre navigateur. Donc j'actualise ma page. Ici, je survole l'élément, on voit que ça déclenche le chargement du composant. Donc je refais. J'actualise la page d'abord. Je viens là, je survole, ça charge le chunk et ça fait le read. J'actualise. Je viens là, je clique dessus. Donc du coup, je fais d'abord ça. Je clique là. On voit que ça déclenche également le chargement du chunk et l'affichage ensuite. Donc voilà de façon générale ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle fonctionnalité de Differable View. Et comme pour tout outil ou technologie, vous avez maintenant les connaissances sur cette fonctionnalité. Et c'est à vous de savoir maintenant comment l'utiliser pour répondre à vos besoins. Donc j'espère vous avoir appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web ou avec Angular de façon générale, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. D'ici là, portez-vous bien.